Un peu de lecture de Laurent Mauvigné, Histoire de la nuit, aux éditions de Minuit. Donc on en est au chapitre 31, page 390. Une clope. Il lui faut une clope et ce n'est même pas une réflexion qu'elle se fait, ni même un sursaut qui la pousse hors de table. À la recherche du sac qu'elle a laissé tomber à ses pieds dans l'entrée, et auquel personne n'en a touché, comme s'il était invisible, ou qu'il se confondait avec le décor. Mais encore une façon pour elle de s'enfuir, de gagner quelques secondes sans montrer qu'elle s'enfuit. Simplement, elle s'évade, le temps de se lever, d'aller jusqu'à son sac, de se pencher vers lui et de l'ouvrir pour y prendre son paquet de cigarettes et de chercher son briquet, forcément introuvable. Le briquet qui s'est glissé entre deux trucs, mais bon Dieu, qu'est-ce que je fous dans mon sac pour ne jamais rien y trouver. Mais il est vrai que ce sac est trop petit et profond, qu'il n'a pas de poche intérieure, et toujours qui traîne au fond les clés de chez elle et celles de son bureau et 3 clés USB dont on se demande bien ce qu'elles font là, comme 2 paquets de mouchoirs qu'elle n'a jamais ouverts, et qui l'accompagnent depuis des mois, un agenda qu'elle n'ouvre quasiment jamais, un chargeur de téléphone dont elle se sert 2 ou 3 fois par jour, comme si elle ne pouvait pas en laisser un au bureau. Un poudrier qui lui sourit les profondeurs du sac par les yeux mutins d'Audrey Hepburn, des stylos bics dont la couleur des capuchons ne correspondent pas avec celle de l'encre, une ordonnance à renouveler pour sa pilule et un anxiolytique, des bouts de papier avec des numéros de téléphone griffonnés dont elle ne sait même plus de qui ils sont les coordonnées, un paquet de bonbons au miel et enfin, elle remet la main sur le briquet. Le tire du sac qu'elle va poser sur le canapé dans le salon à côté de sa fille, effarouchée par l'arrivée de sa mère qui la sort une seconde de l'espace clos de son film. Puis, vite, Marion se détourne, prend une cigarette, la colle entre ses lèvres, l'allume et serre le paquet dans sa main comme si elle allait l'écraser. Le temps de revenir dans la salle à manger sans même avoir l'idée d'aller fumer dehors, comme elle le ferait en temps normal. Et ni Ida ni Patrice n'ont l'idée de lui en faire le reproche, ni même de s'en étonner. Elle allume sa cigarette et aspire la fumée en fermant les yeux. La poitrine se gonfle, on entend sa respiration profonde. Ça dure très peu de temps car Marion n'est pas restée sans bouger. Non, au contraire. Tout de suite, elle est revenue vers la table. Et après avoir posé le paquet et le briquet à côté d'elle, comme si elle avait besoin de ses recharges, qu'elle allait se prendre une cigarette, à peine elle aurait fini celle qu'elle se consume entre ses lèvres. Oui, elle s'est assise, ramenant sa chaise le plus près possible de la table, se tâtant bien enfoncée contre le dossier, bras repliés, tenant le coude dans la paume de sa main droite, pendant que les doigts de la main gauche semblent s'accrocher à la cigarette qu'elle va fumer, comme pour dire aux deux autres, et peut-être aussi à Patrice, qu'elle restera campée là, qu'elle ne fuira pas, qu'elle n'esquivera rien, qu'elle sera capable de les affronter jusqu'au bout, et que bien sûr elle ne leur fera pas le cadeau de montrer qu'elle pourrait trembler devant eux, ou devant ce qu'elles ont à dire, ni même devant la façon dont ils vont le dire. Car ce qu'elle sait bien aussi, c'est comment ils vont la raconter en le distillant avec délectation et lenteur, non pas froidement, mais sans doute avec cynisme, pour mieux mesurer l'effet que chaque mot pourra produire sur elle, claquant comme une révélation ou un coup de couteau, ou plus simplement une insulte.